revient donc sur ce scrutin suivi de très près, même par toute l'Europe. Soulagement évidemment affiché ce soir par les Européens qui redoutaient l'arrivée du FPE à la présidence autrichienne. Le vote d'hier était probablement le plus suivi de cette année sur le vieux continent. Jacques Le Rider, l'Europe, elle s'est fait peur. Elle doit continuer à avoir peur demain? Oui, c'est vrai que pour l'Europe, ce serait certainement un mauvais coup si le FPE prenait les rênes en Autriche. Mais je voudrais rappeler que l'Autriche a quand même en Europe une position un peu particulière. D'abord parce qu'elle est au contact des pays membres de l'Europe centrale, orientale, et qu'elle regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Hongrie, en République tchèque, en Pologne. Elle voit que ces pays-là se défendent et l'autre aspect contre les migrants, contre Bruxelles, quand on veut leur imposer des mesures qu'ils jugent contraires à leurs intérêts nationaux. Et puis l'autre aspect de la position de l'Autriche en Europe, c'est qu'en réalité, elle a historiquement une proximité considérable avec la République fédérale d'Allemagne. Et un des éléments de la crise actuelle, c'est que la politique de la chancelière Angela Merkel, par ailleurs très noble et digne d'intérêt certainement, exemplaire à certains égards, a profondément perturbé les Autrichiens parce qu'ils se sont sentis victimes d'une politique allemande qui ne tenait aucun compte du fait que l'Autriche est l'antichambre des migrants. Ils ont eu un flux d'1 million de migrants et de réfugiés qui sont passés par l'Autriche. Ils ont eu l'impression d'être lâchés par l'Allemagne. Et je pense que l'euroscepticisme, c'est aussi ce sentiment de désorientation parce que le phare traditionnel, l'ami historique allemand, là, brusquement, se révèle impraticable pour l'électorat de M. Hofer. Donc, il y a cette double crise qui explique, à mon avis, que l'euroscepticisme autrichien, c'est pas simplement un thatchérisme exacerbé, c'est aussi en effet une crise identitaire géopolitique liée au fait que l'Autriche est membre de l'Union européenne seulement depuis janvier 1995, que dans la période précédente, elle jouait le rôle de charnière entre l'Est et l'Ouest, et que pour ainsi dire, le bilan de son appartenance à l'Union européenne depuis 1995, les électeurs de Hofer le jugent mitigé. Donc, voilà, je crois que c'est très complexe et qu'en réalité, le modèle autrichien nous renvoie aussi au problème de la frange Est de l'Europe, et au problème de la dominance de l'Allemagne dans cette Europe centrale germanique dont fait partie l'Autriche. Enfin, pardonnez-moi, on parle de la crise migratoire, on en parlait tout à l'heure ensemble. Il n'a pas fallu l'arrivée de ces réfugiés uniquement pour que l'extrême droite progresse. Ça fait des années qu'on agite ce torchon rouge, qu'on prévient. Les thématiques populistes gagnent du chemin sur le continent européen. Nicolas Sarkozy, pour ne parler que de la France, s'est exprimé hier. Ce qui s'est passé en Autriche, ça peut se passer en France. Vous pensez que c'est de la récupération politique uniquement, ces propos? Oui, oui, mais chacun voit midi à sa porte dans la politique européenne. C'est pourquoi il faut vraiment à chaque fois resituer le contexte national. Ensuite, quand Nicolas Sarkozy dit que ça peut arriver en France, oui, d'ailleurs, il y a déjà eu un parti d'extrême droite au deuxième tour de l'élection présidentielle en France. Ça serait bien plus sérieux parce que le président de la République en France a vraiment presque tous les pouvoirs, hein, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas du président autrichien. Mais pourquoi ça peut arriver en France? Parce que la France a été mal gouvernée depuis 10 ou 15 ans et qu'il y a pris sa part, qu'il y a un très, très fort vote anti-système aussi en France vis-à-vis des partis de gouvernement. Et puis, autre chose, il y a l'angoisse identitaire que j'évoquais, c'est peut-être un point commun avec l'Autriche, hein, des pays, la France, l'Autriche. Je
crois que ça concerne aussi le Royaume-Uni, qui ont été le centre de très grands empires, qui ont eu une influence internationale très forte et qui se sentent un peu mal à l'aise dans la mondialisation avec son ouverture économique, financière, politique, culturelle. Et donc, oui, ça peut arriver. Je pense que c'est une tectonique des plaques qui est européenne, mais qui ne va créer des dégâts que quand il y a une faille nationale. Il y a une faille nationale en Autriche, et on l'a vu s'exprimer. Et d'une certaine manière, l'élection de M. Van der Bellen est aussi le résultat de cette faille systémique du système politique autrichien. Il peut y avoir une faille de cette nature en France, même si je ne crois pas du tout. Et ça, c'est le problème des partis dits populistes. Il n'y a pas encore eu d'alliance de coalition en France avec l'extrême droite. Même si on a des facteurs d'arriver à se qui se faire ressemblent. élire dans une élection à 2 tours. Parce que jusqu'à preuve du contraire, M. Hofer a été battu par le peuple dont il se réclame. Et d'ailleurs, il a tout à fait joliment reconnu sa défaite, sans chercher querelle. Et donc, moi, je ne crois pas du tout que Marine Le Pen peut arriver à gagner l'élection présidentielle, mais il y a autre chose, française, mais il y a autre chose qui est beaucoup plus pernicieux que cela. C'est que ces partis-là, sans être au pouvoir, sans pouvoir afficher de grandes victoires institutionnelles, ont une influence politique extrêmement forte sur les partis de gouvernement. C'est comme ça qu'ils sont puissants, influents. Et pour terminer sur ce que vous venez de dire, je suis entièrement d'accord avec votre analyse sur la façon dont le fait que l'orbite ait été historiquement et géographiquement dans l'orbite de l'Allemagne. Le parti au pouvoir, le chancelier au pouvoir, M. Feynman, s'était aligné sur la politique d'Angela Merkel en disant « nous sommes ouverts, allez-y, venez ». Confronté à une situation de désordre, il a quand même viré sa cutie, si je puis dire, et il n'a pas continué à dire, comme Angela Merkel, on va y arriver, wir schaffen das, on est l'Autriche, on va y arriver. D'une certaine manière, il a renvoyé un message d'incompétence en disant on n'y arrive plus. D'ailleurs, il a probablement aidé le FPE avec ses propos. Double résultat. Ça, on l'a vu à un degré bien moindre en Allemagne. On l'a vu aussi au Danemark. Un parti social-démocrate qui valide les prémices de raisonnement de l'extrême droite perd sur les 2 tableaux. Il donne une prime à l'extrême droite et ses électeurs les plus purs, d'une certaine manière, votent pour les Verts. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Autriche. Et ça aussi, ça peut se repasser ailleurs. On retient ces propos, évidemment. Il y a eu plus de demandes d'asile cette année que de naissances en Autriche. Évidemment, ça marque les esprits. Je voyais votre voisin grimacer tout à l'heure. Oui, je disais, pour reprendre ce que vous disiez, récupération politique, moi, je suis très heureux quand un responsable politique parle d'Europe. Et aujourd'hui, alors qu'il s'agisse de M. Sarkozy, qui a quand même été président de la République, sans vouloir le défendre à tout prix... c'est son rôle en tant que... Oui, c'est son rôle en tant que responsable politique. Et moi, je suis très heureux qu'un responsable politique puisse parler d'Europe, faire des propositions, de la même façon que M. Macron a fait récemment des propositions. Et aujourd'hui, je le disais encore récemment, s'agissant du Brexit, on ne parle plus d'Europe, on ne défend plus l'Europe. Et moi, je dis, il faut absolument refonder l'Europe. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on est là? Que fait-on ensemble? On ne parle de l'Europe que lorsqu'il y a une crise. On a parlé de la crise monétaire financière, la crise des réfugiés. Maintenant, on parle du Brexit et on dit pire que pendre sur l'Europe alors qu'on n'est pas capable de défendre ce qu'apporte l'Union européenne. C'est pas à mon ami qui est à la Fondation Jacques Delors qui dira le contraire. Mais je dirais qu'aujourd'hui, il faut essayer de réfléchir collectivement à ce qu'on fait ensemble et également faire savoir ce que fait l'Europe. Par exemple, quand on habite tous dans des grandes collectivités, l'Europe fait des choses pour les quartiers en difficulté, il y a des subventions, on fait des choses pour la culture. Je voyais M. Cameron se rendre chez les artistes en disant l'Europe finance également. Donc aujourd'hui, on n'est plus capable de dire ce que l'on fait ensemble et on ne défend pas suffisamment l'Europe, ce qui explique, si vous voulez, en partie la montée du populisme et la montée du nationalisme. Quand je vois ce qui se passe en Pologne, où la première ministre est en train de vouloir détruire le tribunal constitutionnel parce que cette institution finalement va à l'encontre de ce qu'elle souhaite faire, ou M. Orban en Hongrie, on peut s'inquiéter effectivement sur la montée du nationalisme et du populisme. Et je dis, il faut absolument refonder l'Europe si on veut repartir sur un bon pied. Romaric Gaudin, l'Europe qui doit se repenser Oui, parce qu'en fait, ce qu'il y a de commun finalement dans le vote autrichien avec d'autres votes dans d'autres pays d'Europe, qui va peut-être se produire par exemple l'année prochaine aux Pays-Bas, en France évidemment, où on attend une forte poussée du FN, etc., c'est qu'on a le sentiment, une grande partie de la population a le sentiment que l'Europe n'est pas capable en réalité de la défendre.
Donc il y a ce sentiment qui est diffus, on peut évidemment considérer que c'est faux, mais ce sentiment il est là, et donc c'est sur ce sentiment-là qu'il faut jouer. La défendre sur la crise des pardonnez-moi, dans les réfugiés. faits, il y a de nombreux exemples qui nous prouvent chaque jour que les Européens agissent individuellement et non, Bien sûr, non main dans la main. L'idée c'est que ce sentiment, il n'est pas anodin. Bien sûr, mais Il ne vient pas de nulle part. ce qui domine aujourd'hui dans ces votes, c'est cette idée que l'Europe n'est pas capable de défendre de se défendre, par exemple, face aux réfugiés. Alors, encore une fois, moi, je ne valide pas cette opinion. Je dis simplement qu'il y a aujourd'hui une grande partie de la population autrichienne, mais aussi française, mais aussi allemande, mais aussi danoise, mais aussi néerlandaise, qui considèrent que la stratégie de l'Europe face à la crise des réfugiés n'a pas été la bonne et n'a pas suffisamment défendu la population européenne. Donc il faut changer la façon dont on approche cette crise-là, dont l'Europe approche cette crise-là, pour pouvoir montrer réellement que l'Europe agit pour le bien commun des Européens. Sur la crise économique et financière, c'est la même chose. On disait que l'Autriche est un pays qui est prospère. Oui, l'Autriche est un pays qui est prospère, mais qui a beaucoup ralenti et qui est menacé d'une certaine façon de dégradation économique. Et quand on est très riche, on a aussi peur de s'appauvrir et de perdre ce qu'on a. Et c'est ça aussi ce qui se passe en Autriche et ce qui se passe aussi dans des pays comme les Pays-Bas, comme la Finlande, comme le Danemark. Ils sont des pays qui sont prospères, qui sont riches, mais qui ont le sentiment d'être menacés par une dégradation de la situation et qui ont le sentiment que l'Europe, parce que l'Europe leur demande toujours de nouveaux sacrifices, alors c'est pas l'Europe en réalité, on le sait bien, mais c'est aussi le discours qu'on entend souvent à Bruxelles, porté par les dirigeants européens, réformes, vers des choses comme ça, et évidemment, en Autriche, par exemple, le temps partiel, alors on a un taux de chômage très bas, mais on a un taux de temps partiel qui est à 28%, et donc évidemment, ça pose tout un tas de problèmes, et on n'a pas le sentiment que l'Europe défend. Alors il faut, en effet, je suis d'accord avec ce que vous dites, refonder l'Europe pour redonner un espoir européen à ces gens qui l'ont perdu. Jacques Loriller. Mon sentiment, c'est que ce ne sont pas ces partis populistes qui menacent l'Europe, mais que c'est le double langage, l'hypocrisie fondamentale des dirigeants politiques des partis de gouvernement qui ont en réalité une peur bleue de se faire déposséder de leurs compétences et de leurs prérogatives par l'Europe et qui tiennent un double langage démagogique. Tout ce qui marche, c'est grâce à eux. Tout ce qui ne marche pas, c'est à cause de l'Europe. Cette hypocrisie, cette espèce de lâcheté politique, c'est en fait ce qui nuit le plus à l'Europe. Car en réalité, si on était franc, on pourrait dire que l'Europe n'existe pas, c'est un ectoplasme. Ce sont en fait les gouvernements nationaux qui agissent à Bruxelles. L'Europe n'est que la caisse de résonance des ministères français à Bruxelles, par exemple, en ce qui concerne notre pays. Et ce double langage qui consiste à dire « Oh, mais s'il y a des problèmes, c'est à cause de l'Europe. Si on n'avance dans aucun domaine, c'est à cause de l'Europe. Il faudrait que l'Europe fasse quelque chose. » Mais si l'Europe doit faire quelque chose, ce ne sera que si les gouvernements nationaux s'y mettent. On ne peut pas attendre de cette entité abstraite et bureaucratique qu'est l'Europe, qu'elle fasse ce que les gouvernements nationaux ne veulent pas lui permettre de faire. Donc cette hypocrisie permet, par exemple, de détourner l'attention sur les partis populistes en prétendant que c'est eux qui seraient le grand danger. Ils se nourrissent des échecs des autres partis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Patrick Martin-Genier, est-ce qu'une Europe, demain, avec un parti d'extrême droite à la tête d'un de ces États, aurait encore du sens ? Effectivement, ce serait une atteinte considérable aux valeurs de l'Union européenne. Ce qui est considérable, c'est de voir que certains partis politiques d'extrême droite militent contre les valeurs de l'Union européenne, et ce serait parfaitement inconcevable de voir arriver un gouvernement d'un tel parti extrême. On a vu le groupe de Madame Le Pen, environ, disons, ils ont formé un groupe politique d'extrême droite au Parlement européen qui compte 24-25 très proche du députés. FPE d'ailleurs. Très proche du FPE, en effet. Ils sont condamnés à l'impuissance parce qu'ils ne peuvent pas porter
présenter aucun projet crédible pour l'Europe. Et donc, s'agissant de M. Hofer, s'il avait dû arriver au pouvoir, cela aurait suscité une onde de choc en Europe, alors même qu'en tant que président fédéral, il n'aurait pas siégé dans les institutions, mais il aurait été une sorte de paria de l'Europe. Et donc, c'est une remise en cause considérable, effectivement, des valeurs de l'Union européenne. Et on peut dire que la construction européenne pourrait subir une sorte d'échec. Je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, les citoyens, et je laisserai la parole à mon voisin, les citoyens ont la sensation, à tort ou à raison, qu'ils ne participent plus à la construction européenne, qu'ils n'ont plus la voix sur l'Europe. Il suffit de parler avec différentes personnes, on va vous dire, tout se décide à Bruxelles. Mais il faut avoir effectivement le courage de dire... Qu'est-ce que vous voudriez alors ? Eh bien, il faudrait plus de démocratie, plus de lisibilité, plus de pouvoir pour le Parlement européen. Il existe une autre institution qui est le Conseil économique et social européen, le Conseil des régions. On ne sait absolument pas ce qu'ils font. Et je crois qu'il faut renforcer le poids des citoyens dans la construction européenne, au lieu que cela se fasse dans des bureaux, dans des cabinets, à la discrétion de tous. Je crois qu'il faudrait renforcer... Bertrand Tchiani, vous êtes d'accord avec ça Oui, mais l'Europe, c'est une union transparence, d'États-nations, une fédération d'États-nations, comme dit Jacques Delors, et ce sont des États-nations démocratiques. Je ne crois pas du tout que l'Europe aurait surréagi en cas d'élection de M. Hofer. Je pense qu'à la différence de 99, où l'Europe avait réagi vivement, au moment où... Les représentants des institutions, en tout cas, sont montés au créneau ces derniers jours. Mais ils n'auraient pas surréagi. Ils auraient dit que ce n'est pas un ami à eux, M. Hofer, mais ils auraient constaté que d'un point de vue démocratique, le peuple autrichien s'est exprimé. Et parce que M. Hofer n'avait pas beaucoup de pouvoir, ils auraient sans doute mis M. Hofer un peu sous surveillance, comme d'ailleurs actuellement les autorités polonaises sont sous surveillance, en attendant qu'éventuellement des actes répréhensibles soient commis au regard du droit européen, voire des valeurs européennes. Ce sont des démocraties nationales qui s'expriment. C'est d'ailleurs bien pour ça que si, par exemple, les Britanniques décident de sortir de l'Union européenne, ils pourront en sortir. Ce n'est pas l'Union soviétique. Ils pourront sortir de l'Union européenne. Et ça, je voudrais quand même le souligner, l'élément marquant dans la période récente, les 4-5 dernières années, n'est pas tant le fameux clivage qu'on nous ressasse toujours entre Bruxelles et les peuples. Non, mais je dirais que c'est même plus grave. C'est qu'il y a des divisions profondes entre les peuples. Dans la crise de la zone euro, la majorité des Allemands, pour faire court, ne pensaient pas tout à fait la même chose que la majorité des Grecs. Les Grecs ont trouvé, tout en voulant rester dans la zone euro, que c'était trop d'austérité qu'ils leur aient administré en compensation de la solidarité vis-à-vis du peuple grec. Mais de l'autre côté, les Allemands, les Finlandais, les Slovaques, c'est pas le même effort qui est demandé. C'était trop de solidarité. Oui, mais je voulais quand même le dire parce que regardez par exemple en Allemagne, le parti AfD qui a émergé, il n'a pas émergé sur la crise des migrants, il a émergé sur le rejet de l'aide à la Grèce. Et donc attention à cela. C'est plus grave, je dirais même. Mais les peuples de l'Europe se sont divisés au moment de la crise de la zone euro. D'où ma question tout à l'heure. Les intérêts ne sont pas les mêmes d'un État à un autre. Mais ils se divisent encore. Non, mais je voudrais terminer là-dessus parce que vous avez dit on se défend contre les migrants. Non, on ne se défend pas contre les migrants. Il y a des peuples européens, et l'Allemagne en tête, qui pensent que les demandeurs d'asile, ce sont des victimes, ce ne sont pas des menaces. Mais il y a une partie des peuples européens qui pensent que ce sont des menaces sociales, identitaires, voire même sécuritaires. Est-ce que ce n'est pas à l'Europe justement de faire mentir cette mais l'Europe, et ça a été très bien rappelé, c'est une union de 28 démocraties. Alors les chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent, ils représentent leur peuple. Bien souvent, ils les suivent au lieu de les précéder. Il faut un peu de leadership dans tout ça. Mais quand ils les suivent, on peut s'affliger du résultat d'une Europe qui décide trop peu, trop tard. Oui, ça c'est vrai. Mais on ne peut pas dire qu'elle n'est pas démocratique parce qu'en réalité, elle est la résultante de conflits démocratiques et de visions divergentes entre la majorité de ces peuples. Romaric Beaudoin, je vous donne la parole. Le mot de la fin, on ne vous a pas beaucoup entendu. Non, mais je crois qu'en effet, c'est aujourd'hui, la solution, elle est au niveau européen. Il faut véritablement refonder, comme on l'a dit, l'Europe sur des bases nouvelles et essayer de le rapprocher le plus possible des citoyens. Alors, la question c'est comment ? En passant, ben oui, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que les États-nations sont un peu partout assez malades d'une crise économique dont on essaye de sortir, mais dont on ne sort pas réellement. Cette crise des réfugiés est venue rajouter de la difficulté dans certains pays, comme vous l'avez dit, parce que pour d'autres, ça se passe
plus ou moins bien, mais plutôt bien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Autriche, elle est le symptôme de quelque chose, même si, et vous l'avez aussi très bien dit, l'Autriche est un cas très particulier en Europe. Et il ne faut pas non plus faire de l'Autriche une sorte de laboratoire de l'Europe du futur, parce que c'est pas ça, l'Autriche. En effet, le premier problème de l'Autriche, c'est véritablement son identité. Elle est née d'une explosion d'empire, et c'est un pays qui, en réalité, n'existe pas réellement, et donc qui se cherche en permanence. Non, je suis désolé de... Là, c'est très rapidement pour conclure, parce que là, on doit rendre. C'est très dur pour l'Autriche. Je vous rappelle que l'éclatement de l'Empire, ça remonte à novembre 1918, et que l'Autriche a stabilisé son identité, y compris son identité nationale. Alors, on peut toujours discuter là-dessus, mais je crois vraiment que le problème identitaire autrichien est plutôt lié à la défense d'un mode de vie, d'un niveau de vie, de certaines traditions propres au peuple autrichien, de sa langue, de ses habitudes alimentaires, de son environnement, de ses paysages. Ce qui est valable pour tous les autres États, finalement. C'est ça, à l'heure actuelle. C'est pas la nostalgie de l'Empire habsbourgeois, ni un révisionnisme portant sur la période du Troisième Reich. J'en suis persuadé. Merci beaucoup, Jacques Larider. Merci à tous les quatre. Vous restez avec moi. On va jeter un œil tout de suite à ce qui fait le buzz sur la toile. C'est l'heure tout de suite d'un œil sur les médias. Et avec moi pour commenter ce qui agite la toile ce soir, Karim Eliaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir à tous. Évidemment, la victoire sur le fil des écologistes en Autriche, toujours. Alors, on retrouve cette information à la une d'un certain nombre de sites d'infos. Le Süddeutsche Zeitung, évidemment, titre sur cette info en expliquant que c'est évidemment une victoire en trompe-l'œil, parce qu'en réalité, un certain nombre d'électeurs ont tout simplement voulu barrer la route à l'extrême droite. En tout cas, c'est le point de vue développé ici. Sur le site de l'Humanité, le journal communiste français, on explique que ce résultat ne doit pas être banalisé. On parle là aussi d'une extrême droite battue sur le fil, en soulignant que ce scrutin, c'est peut-être le dernier avertissement avant que l'extrême droite ne soit en mesure de s'emparer d'un certain nombre de leviers de pouvoir décisifs en Europe. Et puis le site Slate également, qui s'arrête sur cette actualité avec ce titre: on ne vainc pas l'extrême droite par un scrutin, mais par une politique. Dans cet article signé Nicolas Lebourg, on souligne que le vote populiste se nourrit depuis de nombreuses années d'une offre politique entre droite et gauche de moins en moins différenciée. Et puis le site du Monde qui s'arrête un instant sur ces longues heures avant que les résultats finaux ne soient enfin donnés. C'est vrai que ces heures se sont accompagnées d'un certain nombre de rumeurs de manipulation, et le site des décodeurs du Monde souligne que ces manipulations n'existent pas du tout. Pourquoi les résultats se sont fait autant attendre, et un certain nombre d'internautes ont mis en avant cet argument du retard pour expliquer qu'on était en train de manipuler les chiffres. Alors évidemment, lorsqu'on vote à l'étranger, ça prend toujours plus de temps, surtout lorsque les résultats sont aussi serrés. Et puis un certain nombre de sympathisants d'extrême droite en France ont aussi souligné que le ministère de l'Intérieur autrichien avait dans un premier temps publié sur Twitter des résultats avant de les retirer du côté du ministère de l'Intérieur autrichien. On a ensuite expliqué que ce n'était qu'un test et que, évidemment, il ne fallait pas voir là une preuve qu'il y avait des manipulations. Sur Twitter, justement, les réactions, elles sont plutôt nombreuses. Ce soir, il y a eu celle, à premier lieu, de Manuel Valls. On va la voir, celle de Manuel Valls, au milieu des réactions politiques, mais il y a aussi beaucoup d'internautes qui ironisent sur ce résultat, comme ce tweeto qui dit « Lorsqu'on est tous contents parce que l'extrême droite n'a fait que 49,97%, ou encore ce tweet de Nordine Nabili du Bondi Blog « Jusqu'ici, tout va bien avec cette chute vertigineuse ». Des réactions politiques, il y en a eu un certain nombre, vous le disiez, notamment celle de Manuel Valls, qu'on va découvrir
découvrir ensemble. La voici, Manuel Valls, qui était en Israël, qui écrit sur son compte Twitter « Soulagement de voir les Autrichiens rejeter le populisme et l'extrémisme ». Pour lui aussi, c'est un avertissement pour l'Europe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'on soit socialiste, écologiste ou d'extrême droite, on avait tous des raisons d'être satisfaits de ces résultats. En tout cas, c'est ce qu'on voit avec ces commentaires sur les réseaux sociaux, avec ce compte Twitter, celui du Front National, qui reprend les déclarations de Florian Philippot, qui dit évidemment sa déception, mais qui souligne que le chemin parcouru est immense. Autre réaction à l'extrême droite, celle de ce député européen qui parle d'une irrésistible dynamique patriote. De l'autre côté de l'échiquier politique, on voit Jean-Luc Mélenchon qui dit « ouf » sur son compte Twitter, l'écologiste est élu et les fachos battus en Autriche. À noter que le Parti socialiste n'avait pas appelé à voter vert. Et justement, les réactions des Verts en France, Esther Benbassa qui explique que cette victoire n'était peut-être pas celle qu'on attendait, avec ce hashtag l'écologie comme rempart, ou encore cette réaction de Julien Bayou qui parle de soulagement et d'espoir, mais aussi d'une victoire d'extrême justesse. Merci beaucoup, Karim. C'était un œil sur les médias. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, messieurs, d'avoir été là ce soir pour commenter ce résultat. L'Autriche a finalement dit non.